Félicitations Raptors. Bien joué. Direction les finales NBA. Première fois de leur histoire. Yes. Bravo les dinos. Victoire 4-2 de Toronto, de Kawhi, de tout le monde. On s'installe peinard en faisant évidemment la bise aux copains du Canada, aussi ceux du Wisconsin, parce qu'on va en parler un petit peu. Là, c'est clair qu'ils ont tout un pays derrière eux, les Raptors. Ça, c'est sûr. Et puis à Milwaukee, il y a toute une région aussi où il ne faut pas déprimer, juste sécher ses larmes. C'est comme ça. Il faut aussi des étapes pour grandir un petit peu. On va faire un retour global sur cette fin de série qui était absolument folle. Après, vous le savez, vous aurez aussi droit à une vidéo avec la preview quand même des finales NBA. On fera le classique, ça vous le savez, vous inquiétez pas. Dans tous les cas, on va pouvoir démarrer tout de suite avec donc ce match, le Game 6, qui a donc été remporté par Toronto. Nous, la dernière fois qu'on avait fait une vidéo, c'était en sortie de Game 3. On avait eu un premier match un petit peu douteux de Giannis. On se disait, on attend des ajustements du côté de Milwaukee. On attendait aussi de voir la suite des ajustements côté Raptors. Oui. On attendait beaucoup de choses. Beaucoup. Il y a eu 4 victoires de suite quand même. Qui ont mieux répondu. Ouais, il y a eu 4 victoires quand même de suite de Toronto. C'est assez rare de voir 2 victoires comme ça d'une équipe qui mène 2-0. C'est pas si rare en fait, j'ai regardé du coup. Oui, mais je veux dire, un tel niveau de la compétition, c'est quand même... C'est pas si rare apparemment. Moi j'ai vu un article là sur que j'ai lu là, le mec avait fait des stats, avait brassé. Ouais. C'est pas si rare. Mais ce qui est plus rare. Moi j'ai pas de souvenir d'un dernier en tête. Ce qui est plus rare. Ça doit être Miami contre Dallas en finale. Non mais ce qui est plus rare. Ouais, tu vois, ouais, bon bref. Mais ce qui est plus rare par contre, c'est de voir sur les 4 victoires de Toronto, il y a un blowout au game 4. C'est un match bien dominé par... un blowout. Ouais, c'est bien dominé. Un peu comme le game 2 d'ailleurs que les Bucks ont gagné, qui était aussi un peu un blowout. Mais sinon, les 3 autres victoires des Raptors, et c'est là qu'ils ont été très très forts, c'est que souvent, ils gagnent serré après avoir été bien derrière dans le match. Il y a 15 points d'avance. Ouais. Et c'est là où, respect, parce que ça, c'est pas facile, surtout face à ces Bucks, là, normalement, quand ils se mettent en rythme et en confiance, on avait vu tout au long de la régulière, et même, genre... Ok, bon, les Pistons de côté, mais face aux Celtics, par exemple, on a vu que les Celtics étaient absolument incapables de suivre le rythme et de répondre. Et là, les Raptors, Game 5 et Game 6, Game 5 à Milwaukee, à 2-2 dans la série, tu prends une grosse averse de grêle dans le premier quart, tu reviens tout au long pour finir à la mi-temps pas trop loin. Tu reprends une averse de grêle dans le troisième quart et tu reviens et tu passes devant et tu domines la fin de match. Ouais, c'est ça qui a été impressionnant notamment avec ouais, bien sûr, avec le banc aussi. Il y en a plein qui sont venus nous parler parce que forcément on était les premiers à questionner l'impact de Fred VanVleet, notamment qui a été juste en mode Stephen Curry sur les games 5 et 6, qui a été absolument fou. C'est lui, le héros du game 5, notamment à mettre, je sais pas, 7 sur 9 à 3 points, c'est ça, ouais. Et 4 sur 5 à 3 points sur le game 6. Donc en fait, le type est à 11 sur 14. C'est ça, donc d'habitude, les fans de Milwaukee étaient contents quand il y avait VanVleet qui rentrait sur le terrain parce que c'était les minutes un peu flippantes. Nous, on était les premiers à se dire, oh putain, faut que Jeremy Tati joue. Je pense que Fred a regardé l'apéro. Et puis surtout... Et qu'il n'a pas aimé, en fait. Sur les games 1 et 2, sur les games 1 et 2, il y a grosse domination du banc de Milwaukee. Vraie domination. Ouais. On en avait parlé, nous, après le game 3, où on avait dit, de toute façon, Toronto va avoir besoin de leur banc. Ouais. VanVleet va faire qu'il se réveille. Ibaka, qu'est-ce qu'il fout et nanana, et nanana. Bien sûr. Et Powell et tout. Finalement, moi, je dirais game 3. Game 3, on avait vu un bon Powell. Ouais, game 3 et 4. Game 4, on a vu un énorme Ibaka. Je sais plus, il doit être à genre à 16-13 en sortie de banc. 16 points, 13 rebonds. Énorme Ibaka. Ouais. Et Game 5 et 6, on a du gros VanVleet. Il y a du gros VanVleet et bon, évidemment d'autres gars. Et un peu de Powell, pas mal, un peu d'Ibaka, pas mal. Mais le banc, les ajustements, ce qui est vachement intéressant dans les ajustements opérés tout au long de la série par Nick Nurse, c'est que, évidemment, on va en reparler, il a réussi à mettre Giannis Antetokounmpo dans un entonnoir dont le grec n'a jamais vraiment réussi à sortir pour dominer comme il a l'habitude de faire. J'appelle ça un entonnoir parce que c'est à ça que ça me faisait penser physiquement sur le terrain. Tu sais, avec un joueur qui l'oriente et tout le monde qui vient. Kawhi, on va en parler après, mais c'est clair. Mais Kawhi, on va parler, mais il y a le taf qu'il y a derrière lui. Parce que s'il n'y a pas le taf derrière lui,
Oui, c'est plus fort que beaucoup d'autres défenseurs, hein, Kawhi, ça c'est clair. Mais derrière, moi, j'ai beaucoup aimé le taf des Gasol, des Siakam, des Ibaka, même Lowry qui est venu lui en piquer dans les mains. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'était voilà. Ça, c'était très bien joué de la part de Nick Nurse et des Raptors avec des joueurs comme Kawhi ou même Siakam, hein, parce que Siakam, il a démarré la série aussi un peu blessé au mollet. Ouais, il y a 2 matchs qui sont un peu moyens. Et il monte en régime, bien... hein. Pendant la série, l'autre. Hein. Moi, je l'avais mis en facteur X de la série, justement, parce que physiquement, il peut tellement tenir face à Giannis, et son impact offensif est tel que, ouais, c'est... je crois que c'est en sortie de Game 3, on a vu le front de courte, Gasol, Siakam pas mal step up. Game 4, 5, 6... Gasol, il a fait genre 2 bons matchs dans cette série. Ouais, bien sûr, mais... Maximum. Hein. Tout à fait, mais il y a des matchs aussi où c'est un peu compliqué parce qu'il va faire des fautes pour l'équipe, donc notamment le Game 6, hein, il a fait des fautes où en fait quand t'as Giannis qui va en contre-attaque, c'est malheureux, mais il fait une bête de faute sur Giannis parce que t'as 2 lancers pour Giannis, que l'autre il a pas non plus été hyper adroit. Et puis il fait aussi beaucoup de petites choses qui se voient pas beaucoup, comme je parlais de l'entonnoir, souvent, le bouchon de l'entonnoir, souvent c'est Gasol. Il y a de l'extra passe, il y a des écrans où Kawhi s'est retrouvé seul pas pour grand-chose. Mais statistiquement parlant, sa production et son poids est pas énorme. C'est pas celui, c'est clair que contre Philly. Après, c'est le Game 5 en effet est un peu déclic parce que moi j'avoue, je m'attendais pas à ce que forcément. Je pense qu'on avait mis tous les deux. Hein. On a fait sur la vidéo, je pense qu'on avait dit que. Je sais plus. Quand on a peut-être, je crois que c'était quand on était chez eux, on avait dit qu'il y avait 3-2. Je crois qu'on avait dit 3-2 Bucks et après ça rentrait. J'avais sûrement dit Bucks vu que j'avais dit Bucks 4-3 au départ. Mais et quand ils gagnent là-bas à Milwaukee, j'avoue c'était chaud parce que comme t'as dit, ils se prennent une grêle dès le début de match et en fait ils sont tellement patients avec Kawhi, avec Van Vliet. Ils restent solides et puis ils ont Van Vliet qui met 21 points quoi. Ah bah. Non mais Van Vliet 21 points dans un match que tu gagnes de 6 ou bien 8 sûr. Ou je sais plus combien, je vais te dire. Oui, non, il le gagne 106-99, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Derrière du genre. Tu vois, donc dans un match que tu gagnes 105-99, t'as 21 points de Fred Van Vliet. Non, c'est clair. À un moment donné, après, c'est magnifique. C'est ce qui était notamment inattendu du côté de Milwaukee, c'est que la production du banc, on en avait parlé dans la vidéo un peu en mi-série, où on attendait que ça puisse un petit peu s'équilibrer. Il y a eu aussi des ajustements du côté de Mike Budenholzer. On a vu Mirotic aussi un peu sortir de la rotation. Ça a été un choix aussi de Bud où on s'est dit. Ah non, mais Bud, il a aussi son rôle, hein, on va en parler après les Bucks. Non, mais il a bougé son cul, il a essayé des trucs, mais tu sais, à un moment donné, il faut aussi. Et on va parler des Bucks évidemment, hein, mais il faut aussi reconnaître là-dessus Nick Nurse, qui est quand même un coach rookie. Bon, ok, ça fait un moment qu'il traînait dans les arcanes des Raptors et tout ça, et tout ce que tu veux de la NBA en général. N'empêche que c'est sa première année de head coach au mec. Eh ben, il m'avait un peu inquiété par moment face aux Sixers. Je trouvais que Brett Brown l'avait mis en difficulté sur plusieurs matchs. Bien ajusté, hein. Mais il s'est bien ajusté. Puis après, il a bénéficié, là, pour le coup. Moi, j'ai trouvé vraiment Kawhi encore plus énorme contre les Sixers qu'il n'a été contre les Bucks, parce qu'il était un peu diminué physiquement. Ouais, mais il est un peu diminué, ça se voit. Franchement, dans les shoots, dans le pourcentage au tir et dans les shoots, ça se voit qu'il est diminué, Kawhi. C'est tout à son honneur d'avoir joué comme ça, hein, et d'avoir mis 30 et quelques points à chaque fois. Globalement, je t'avoue que je suis plus impressionné par sa série contre Milwaukee que contre Philly. Ah, pas moi. Parce qu'en fait, on garde le finish en tête avec ce shooting incroyable, et il a des statistiques qui sont folles. Il a fait des matchs à 16 sur 23. Tout à fait. Tu vois, genre. Bien sûr, mais c'est juste que par rapport à cette série, notamment contre Milwaukee, à partir du Game 3 où Nick Nurse décide de le mettre en défense sur Giannis et faire ce jeu d'entonnoir, et où il dit à partir de maintenant en fait le meilleur mec pour orienter des gars vers leur zone non préférentielle, c'est lui le meilleur. Enfin, je vois Draymond est très bon à ça, mais Kawhi est ouf. Enfin, il a fait déjouer notamment Giannis, qui est la tête du serpent Milwaukee, quoi. C'est évidemment une grosse équipe, on va en parler parce que c'est un travail collectif et c'est une défaite collective, mais il n'a pas eu non plus la même match-up défensif contre Philly, et là j'ai trouvé qu'il a été tellement un déclic défensif. Offensivement, c'est sûr, c'est plus compliqué, il est blessé, c'est pour ça que ça se voit dans son tir. Bien sûr, mais son impact des deux côtés du terrain, j'ai trouvé, était fou. Non, bien sûr, tout à fait. Moi, il m'a semblé encore plus hallucinant et polyvalent, et dans sa détermination, parce qu'il y a des moments où tu fais genre, comment est-ce qu'il va... Tu le vois, il grimace, et puis il tape des posters Tomar main gauche, et puis il se jette sur des ballons. Il y a des rebonds offensifs là sur le Game 6 qui sont absolument fous. Après, oui, c'est chocolat vanille. Hein. Il y a des gens qui préfèrent sa série contre Philly que celle contre Milwaukee, mais... Moi, il m'a plus impressionné. Et contre les Bucks, c'est vraiment les Raptors dans leur ensemble qui m'ont plus impressionné. Moi, je croyais pas que Van Vliet, il avait ça dans le ventre. Moi, quand je vois Ibaka qui sort du banc et qui pose un gros double-double au Game 4, je fais ok, d'accord, ça c'est relou pour les Bucks. C'est relou pour n'importe quelle équipe. Mais là, le mental de Toronto nous a choqués, je pense. Exactement. Normalement, tout à fait. De toute façon, on s'est ramené, on a vu quand il y avait
2-0 retour à Toronto, on a fait il y a moyen qu'il fasse une Raptors. Mais en même temps, on en a parlé à 2-2 que le momentum avait peut-être changé et il avait bel et bien changé. Hein. Ouais, bien sûr. Et derrière, tu as. On a parlé chez Yahoo, je crois. Et tu as tout à fait. Et derrière, tu as le Game 6 donc. Où Milwaukee mène d'abord de 15 en première mi-temps, et puis la mi-temps est mal terminée. Ça revient. Et puis dans le troisième quart, il y a 76. Il faut un énorme bien sûr. Quart. Il y a 76-61, 2 minutes 10 à jouer, et là il y a le run de. J'ai envie de dire le run de l'histoire des Raptors en fait. Hein. C'est peut-être le run le plus important de l'histoire de leur franchise, quoi, les mecs. T'es mené de 15, clairement. Oui. T'es mené de 15, Kawhi absolument fou sur la fin de ce troisième quart. Et puis Milwaukee qui marque plus. Milwaukee en chie offensivement. Ça, ils marquent pas pendant genre 5 ou 6 minutes, ils mettent quoi, 5 points pendant 8 minutes même. 5 points hein. Ils mettent 3 points en 8 minutes. Puisqu'il y a 76-61. en 8 minutes, oui c'est ça. Il y a 76-61 à 2 minutes 10 à jouer, et il y a 87-79 je crois avec 6 minutes 30. Donc ça, la vague. T'as les deux, t'as le côté t'arrives plus à les tenir parce que Kawhi se met à rentrer ses tirs et tout. Van Vliet aussi en effet. Et Van Vliet aussi à ce moment-là. Ah, mais clairement, de toute façon, Van Vliet, genre, je pense que c'est le Factor X Game 5 et 6, c'est lui qui fait. C'est chaud comme phrase. Genre, parce que. Non, mais c'est chaud comme phrase parce que je croyais jamais avoir à la dire. Mais je veux dire, Kawhi a été absolument énorme. Mais si Van Vliet fait pas 7 sur 9 au match 5. Ça se trouve, on dit oui, Kawhi est énorme, mais les Bucks ont gagné. Les Bucks ont gagné et le match. C'est une autre série, bien sûr. 21 points de Van Vliet, c'est un truc de fou. D'ailleurs, il y a un garçon dont on parle pas trop parce que il a des soucis de faute dans le Game 6, mais il a été énorme des deux côtés du terrain et en leadership, et c'est d'ailleurs lui qui se tape l'ovation finale. Hein, c'est Kyle Lowry. Ah, mais bien sûr. Kyle Lowry, sa série elle est bien. Est trop propre. Ouais, je suis d'accord. On en avait parlé d'ailleurs dans la preview de la série sur le fait que c'était un petit peu plus à son avantage, parce qu'on avait parlé, est-ce que si George Hill notamment et Bledsoe allaient mettre ce qu'ils avaient mis à Kyrie Irving, est-ce que Lowry allait pouvoir s'en sortir? Lowry Van Vliet s'en sort mieux en fait au final sur la série que Bledsoe George Hill. Et puis là où il a été malin aussi, Nick Nurse, encore une fois, c'est qu'il aura beaucoup mis du Danny Green. Ouais. Bledsoe, George Hill, franchement, il fait sa série en sortie de banc, hein, George Hill dans l'ensemble. Hein. Ça va. Oh, ça va. Bien sûr, non, ça va. Et il met ses tirs, il pèse. Il y a des décisions de merde, mais ça va. Oui, il y a des décisions de merde. Ok, c'est George Hill. Si George Hill prenait que des bonnes décisions, ça serait peut-être pas George Hill. Mais Bledsoe, par contre, lui a complètement déjoué. Il a Bledsoe, je pense que c'est le Buck titulaire le moins bon par rapport à ce qu'on pouvait attendre en termes de niveau. Ouais. Oh, franchement. Ah non, clairement, c'est lui qui. Il y a des moments où. Franchement, même Middleton qui m'a déçu, je pense qu'il fait quand même un peu mieux que Bledsoe dans l'ensemble. Ouais, d'ailleurs, Middleton fait plutôt bien la série. Finit bien, mais dans des défaites. Dans des défaites, hein. Non, mais c'est clair que Bledsoe, il y avait des moments où tu te disais, fous-le dehors, mais Brogdon, terminé. Parce que Brogdon fait sa série. C'est plutôt bien. Hein. Mais bien sûr. En plus, Brogdon, pas tout à fait à 100% parce que retour de blessure bien sûr. Il y avait des moments où tu te disais, ça sert à rien que Bledsoe sur le terrain. Il essayait d'impacter défensivement, mais les choix en attaque étaient flingué vraiment. Là, par exemple, au Game 5, en début de match, il shoot bien Bledsoe. Il démarre le match, genre il a 8 ou 9 points tout de suite. Ouais. Bien sûr. Avec des shoots, des mi-distance et un 3 points. Et après, il shoot pendant tout le match et c'est l'enfer. Il ne doit pas shooter autant Bledsoe, il doit driver ou alors il lâche sa balle. Ouais. Point barre. Et sur le Game 6, pareil. Mais sur mauvais le Game choix, 6, et puis mauvais choix, et en plus. Là où, par exemple, contre les Celtics, Bledsoe n'a pas été dingue en attaque contre les Celtics en termes de scoring. Non, mais par contre, son intensité et sa défense sur Irving ont fait qu'il a beaucoup pesé sur la série. Là, il n'a même pas été capable de tenir Lowry, qui lui est trop malin par rapport à Irving, sans lui faire offense, est beaucoup moins malin et vicieux que Kyle Lowry. Même si, pour moi, beaucoup plus skilled offensivement, Kyrie Irving, évidemment. Ouais. Mais là, Lowry, lui, son vice, son côté, je provoque les petits passages en fort, je fais les bons petits trucs, les petites interceptions dans les mains de Giannis quand tu profites de l'entonnoir et tout, il en a fait plein. Donc ça, c'était assez intéressant. Mais t'as raison de le signaler, la série de Kyle Lowry, et puis tu vois, quand tu vois sa joie là d'aller en finale à la fin et tout, c'est magnifique. T'as ce run là qui est donc incroyable, et pourtant les Bucks sont encore là, hein. Parce que quand tu te prends la vague, ils sont graves là, les Bucks. Ils sont à égal, hein. Je crois qu'il y a genre 88, 87 ou 89, 88, puisque Brook Lopez se chauffe un peu, et moi je me suis dit à un moment, genre ils vont pas finir. Genre Toronto, est-ce qu'ils vont chier ça, quoi? Non mais voilà, mais oui, et moi je me suis dit putain, Toronto va peut-être chier ça, et en même temps je me suis dit putain, les Bucks, genre ils lâchent pas le steak. Ah non, ils lâchent clairement pas, ouais. J'ai vu des gens parler de choke. Bah non. Alors. Non. Sur le match, non. Mais sur la série, si. Non. Bah, tu mènes 2-0. Il y a des matchs où tu mènes. Faut arrêter. Toutes les défaites sont pas des chokes. Non, j'ai pas dit ça. T'as perdu le momentum. Tu t'es fait battre. T'as pas été bon par moment. T'as été décevant. Mais c'est pas un choke, quoi. C'est pas un choke dans la façon dont on la reconnaît. C'est-à-dire ce qu'on a vu récemment où il y a des mecs qui mènent et qui se font rattraper tout de suite. Mais si tu mènes 2-0 une série et que tu en perds 4 de suite.
C'est pas un choke. Il y a des séries comme ça, on a dit que c'était du choke. Quand Dirk et les Mavs mènent 2-0 en finale NBA en 2006 et qu'ils en perdent 4 de suite, on a dit que c'était du choke. Bon, moi je vais pas dire ça, mais c'est pas un plein de gens qui ont dit ça, mais bon. Tant mieux pour les gens, mais dans après, ce cas-là, c'est dans la manière. Sont des chokes, non, c'est pas ça, c'est pas tout noir ou tout blanc, Alex. C'est juste que je pense, en effet, ce qui est too much, c'est de dire que c'est un choke global. Non, Milwaukee était dans les matchs à chaque fois. Sauf qu'on a dit tout à l'heure, sauf le game 4. Tout à fait. Mais sinon, il y a un double prolongation où la série, elle peut totalement aller à Milwaukee. Il y a un game 5 où si Fred VanVleet n'est pas assez game 3, tout à fait. Et il y a un game 6 où ils sont là. Bien sûr. Game 5 et 6, ils sont là. Bien sûr. Ils les perdent, hein, mais ils sont là. Et pourtant, ils jouent pas très bien, mais ils défendent dur en fait. Donc c'est aussi ça Milwaukee. Comme ils sont capables de défendre dur, on l'a vu, on dit Kawhi, ses pourcentages et tout, il était un peu blessé, donc ça aide pas et tout. Mais il y a aussi le fait que putain, il était quand même bien défendu aussi, garçon. Oui. Tu vois, genre tout le monde. Oui. Donc c'était assez intéressant cette série dans ce sens-là, c'est qu'on a quand même deux grosses défenses qui se sont affrontées face à face. Ah ouais. Des défenses tactiques, des défenses, tu vois, genre on voyait Milwaukee avait quand même clairement décidé de surtout pas laisser Kawhi dicter le rythme et laisser VanVleet shooter, j'exagère, mais laisser un peu plus de place à VanVleet, à Ibaka. Ouais, si on se fait punir par les autres Raptors, c'est Powell, tout ça. Et ça n'a pas payé, les mecs ont rentré les tirs, mais par contre, c'était des vrais choix tactiques défensifs. Tout à fait. C'était assez intéressant à suivre. Mais c'est en ça que, s'il doit y avoir un petit peu un jugement ou un tribunal où on doit faire passer les gars un par un, à titre perso, je mettrais Bud notamment, je ferais passer peut-être pas en priorité, mais j'ai besoin de faire passer Mike Budenholzer notamment parce que j'ai trouvé. Okay, non mais je veux dire, il fait sa série, mais je trouve que dans la façon dont les Bucks on a dit tout au long de l'année et tout au long des séries contre Détroit et Boston, comme tu le disais quand on avait fait les vidéos, que Milwaukee a une méthode, une technique, et il reste là-dessus. Et j'ai trouvé que dans la façon dont il s'ajustait, j'ai bien connu ça quand c'était notamment avec Atlanta, avec Budenholzer, parfois il y a un côté, il y a une option A, une option B, et si l'option B ne marche pas, on revient à la A. Et ça manquait de CDE. Et je trouve que quand ils se sont retrouvés vraiment face à une difficulté, c'est-à-dire de patience de la défense des Raptors, et plus d'imprévisibilité en fait offensive, j'ai trouvé que Bud manquait de polyvalence et d'inventivité dans ses choix. J'ai trouvé. Ce qui a mis certains de ses joueurs en difficulté. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. T'as trouvé que c'était varié ? Non, mais je dis pas que c'est varié, mais genre, concrètement, t'aurais voulu quoi ? Parce que Giannis a fait une série que je qualifierais de moyenne, c'est-à-dire même si les stats sont là, je dirais moyenne, j'ai pas envie de dire que c'est une mauvaise série, faut pas exagérer non plus, tu vois, parce que les stats, t'en bouge pas, on va les donner. Les stats sont là. Presque 23 points à 44, presque 45% au tir, 33% à 3 points, bon, bof. 13,5 rebonds, 5,5 passes, 2,7 comptes, tu vois, genre, bon. Ah non, mais l'impact de Giannis... Il y a 4 pertes de balles, ça c'est trop. Par match. Tout à fait. Et les pourcentages même ne sont pas... Enfin, je veux dire... 45%, ça va encore, ça reste encore honnête. En tout cas, points et pourcentages sont en dessous de ces moyennes de saison régulière. Oui. Oui. Donc... Oui. Par contre, rebonds sont plus, et passes sont là, et contre sont intensité, rythme, tout à fait. On peut pas dire qu'il a fait une mauvaise série. Kawhi, il est à 30 points, donc il est à plus que saison régulière. Par contre, il a que 45% au tir à peine, lui aussi. Hein. Ah, bien sûr. Et que 34 de loin, en fait. Mais il a augmenté sa production par rapport à saison régulière. Il m'a mis plus de points, il a pris plus de tirs, en fait. En fait, il a pris beaucoup plus de tirs, mais il en a moins rentré en termes de pourcentage. Mais alors, ce que tu allais dire, c'est un vrai choix tactique. Par rapport à Giannis. Ce que je veux dire par là, c'est que... c'était pour Bud en fait, c'était pour défendre entre guillemets Budenholzer, même si par moment il m'a énervé. Moi par exemple, où il m'a énervé au-delà des choix tactiques, moi c'est plutôt les rotations. Genre, moi je trouve que Bledsoe a trop joué. Oui, ou que Giannis est sorti parfois, je comprenais pas. Enfin, j'aime bien les sorties de Giannis, moi j'étais pas fan non plus. Ouais, parce qu'il y a genre t'es un must-win. Parfois il le sortait 1 ou 2 minutes. Puis après en conférence de presse, je crois pas que ça aurait changé grand-chose de le faire jouer 44 minutes. Bah peut-être que si, mec. Peut-être que 48 minutes de Giannis en fait. Peut-être quoi. Et puis non, Bledsoe il a trop joué. Et Bledsoe a un peu trop joué. Désolé, il a trop joué. J'ai pas trop aimé. Donc après c'est facile, hein, a posteriori. Je suis pas sur le bord du terrain, j'ai pas la pression et tout. De toute façon, vidéo précédente, on avait dit VanVleet a trop joué, il est resté 30 minutes. C'est rien de ce qu'il a fait. Regarde ce qu'il a fait derrière. Exactement. C'est-à-dire que si Bledsoe, par exemple, dit n'importe quoi, à la fin du Game 6, c'est lui qui met 2 gros drives, dont un N1 et tout, on fait bien joué Bud de lui avoir fait confiance jusqu'au bout, tu vois. C'est toujours pareil, ces conneries-là. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les Raptors ont fait aussi ce que moi j'avais pronostiqué Bucks, enfin j'avais dit 4-3, toi t'avais dit 4-3 Raptors. Oui. Donc ils ont fait aussi ce dont on avait parlé dans la preview, je me suis rebouffé notre preview, on avait parlé de la supériorité en termes d'expérience des joueurs des Raptors. Et
même si moi je pensais que le rouleau compresseur Milwaukee allait quand même être compliqué à maîtriser pour les Raptors, bah en fait, leur expérience a fait que, au-delà même de cet énorme run dans le Game 6, quasiment à chaque fois que Milwaukee était en train de remettre la main sur un match, de reprendre un peu le momentum d'un match et tout, il y a Kawhi qui a planté un point, il y a Serge Ibaka qui a pris le gros rebond qu'il fallait, il y a Van Vliet qui est sorti de sa boîte, qui a mis 2 gros 3 points de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça, mine de rien, Lauri, Ibaka, Marc Gasol, Kawhi évidemment, hein, mais même Danny Green qui a pas été si bon que ça sur la série, mais mais qui a fait du taf en défense. Taf en défense, c'est Danny Green, mais alors Dieu sait s'il va mettre contre, un shoot. L'enfer. Peut-être un shoot en finale, on va voir. L'enfer au shoot sur cette. Après, il a été bien défendu, hein, mais l'enfer pour lui quand même. Ouais. Parfois, il était ouvert. Ce que je veux dire par là, c'est que entre les très bons ajustements de Nick Nurse et le côté expérience de ces joueurs qui ont su un peu eux-mêmes se renouveler dans certains trucs et mettre le taquet quand il fallait mettre le taquet, tout ça a fait que je vois pas trop, tactiquement parlant, je suis pas sûr que Bud était vraiment si mauvais que ça. Moi je critiquerais ses rotations, mais sa tactique, elle était pas si loin que ça de passer, hein. Mais c'est pour ça que c'est pas tout noir et tout blanc, et je suis d'accord. Mais ça va nous mener aussi à un autre débat par rapport à Giannis et sa série, mais je suis d'accord sur le fait que c'est pas... 3-0 et on n'a pas du tout le même discours. Mais c'est comme ça à chaque playoff, il y a des trucs, et donc forcément, moi c'est pour ça que je préfère tempérer. Mais je trouve juste qu'en termes de variété offensive, c'était un souci. Et même quelque part sur quelques couvertures, parce que limite, j'ai envie de faire transition là-dessus. J'ai bien aimé par moment le taf d'un Chris Middleton, notamment sur Kawhi, qui était souvent envoyé en mission. Tu le sais que la plupart de ces séquences offensives dans le Money Time et dans ces gros runs vont passer par Kawhi. Mais Giannis dessus, putain. Ça, je suis d'accord. Et ça mène notamment à Giannis, où moi, à titre personnel, je sais, il est jeune, et on va y aller mollo avec lui et tout. J'aurais voulu que Giannis... je le prends. Vas-y, prends-le. All Defensive First Team, c'était annoncé pendant la série, on y va. T'as une envergure de dingue. Après, on le sait, Giannis, là où il est très bon aussi, c'est quand on l'appelle en free safety, c'est-à-dire qu'il vient faire les rotations, les ajustements, et il vient emmener. Mais je suis d'accord, c'est un choix à faire. Mais à titre perso, quand je vois qu'en fait, à Toronto, ils font... On s'est fait ken par les Bucks, on va mettre notre meilleur défenseur sur Giannis et essayer de l'orienter vers ses pires zones, fais pareil. C'est pas normal. Et en soi, Kawhi a été bien défendu, mais pour moi, il aurait pu être encore plus anéanti, puisque les Bucks, les Raptors pour moi, sont... ça se joue pas au rendement de Kawhi, cette série. Non, mais c'est pas au rendement de Kawhi, mais c'est juste que, en fait, le run... Il a été bien défendu. Tout à fait, mais le run, le début de Tsunami, par exemple, du Game 6... Laisse pas Kawhi reprendre confiance. Qu'est-ce que tu veux? D'accord, donc tu veux que Giannis, et il pourrait potentiellement fasse comme les autres stars, c'est-à-dire dise à son coach comment ça va se passer. Je sais pas, je demande. Je dis pas, tout à fait. Si Bud ne lui dit pas Giannis va sur Kawhi, est-ce que tu veux que Giannis dise hey, coach, vas-y, arrête de déconner, je prends Kawhi. Quel que soit sais pas, je demande. C'est pour ça, quel que soit le modèle qui a été opéré à Toronto, que ce soit Kawhi qui parle à Nick Nurse ou Nick Nurse qui parle à Kawhi, l'ajustement a été le bon. Et donc, quel que soit l'interlocuteur premier, j'aimerais qu'il y ait cette discussion. Après, il y a aussi un joueur d'expérience. Kawhi, il a fait des finales NBA, il a déjà fait des trucs. Donc... Peut-être Gasol, Ibaka, et peut-être que c'est Gasol, peut-être que Lauri, tu vois. Tout à fait, mais c'est pour ça. Et donc, c'est ça que je veux dire. Tout à fait, mais donc, du coup, j'aurais bien aimé qu'il puisse y avoir, et à l'avenir, parce que c'est ça aussi avec Milwaukee, c'est que les Raptors ont battu les Bucks, il n'y a rien à dire. Mais c'est juste qu'en prévision là de la suite, parce que Milwaukee a fait une saison exceptionnelle, ils ont roulé sur les 2 premiers tours de playoff et ils sont tombés sur un os, mais qui aurait pu se transformer en finale NBA aussi, les Bucks, à 2-3 choses. Et ben, je trouve qu'en prévision de la suite, il y a plein de joueurs dont on va parler par rapport à la free agency, mais tu as toujours Giannis et Bud. Ils doivent plus se parler. Ils doivent plus. Non, mais ça, je suis d'accord. Plus se parler, mais c'est surtout genre. Ou peut-être que Giannis, avec l'expérience qu'il vient d'acquérir là, parce que c'est pas rien là, ce qu'il vient de vivre là. Peut-être que la prochaine fois, quand ils joueront, je dis n'importe quoi, les Nets de Kawhi Leonard. Bien sûr. Les Sixers les de Knicks Embiid, de Kevin Durant. Les Sixers de Embiid, tu vois ce que je veux dire. Et Ben Simmons. Peut-être que là, Giannis, c'est lui qui va dire attends, tu te rappelles 2019, j'ai pas envie de me faire enfumer encore. Tout à fait. Je m'occupe de la star. J'aimerais bien que ce soit ça. Ben oui, mais peut-être qu'il fallait qu'il passe par là pour que ça vienne après derrière. C'est bien, je suis bien d'accord. C'est possible ça. C'est tout à fait. C'est pour ça que je pense, et c'est de la même manière que sa création.
on a beaucoup parlé de son shoot, genre il faut qu'il améliore son shoot, Giannis, lancer franc, shoot à 3 points pour être encore moins défendable. Oui. Bah moi j'ai envie de dire, genre il peut aussi travailler sur la qualité de ses choix quand il se retrouve face à des entonnoirs. Il a de la marge de progression. Tout à fait, il en a fait quand même des sacrément bons et couillus là sur cette série, parce qu'il y en a où il y avait genre Siakam, Lowry et Kawhi sur lui et il trouvait le joueur démarqué. J'étais là genre merde, je savais même pas qu'il avait ça en fait sous pression. Et puis il peut le faire plus. Et il peut le faire. Donc c'est ça que je veux dire, c'est que sa série est moyenne, même si statistiquement il peut encore se cacher un peu, mais sa série est moyenne, ça sert à rien de se mentir. Il aurait pu certainement se mettre en tête à tête sur Kawhi, il aurait peut-être dû dire à son coach genre ta gueule, genre Kawhi Leonard, c'est pour moi. Tout à fait, de souvenir de Bud, en l'ayant eu pendant des années, il y a un côté parfois un petit peu têtu, je reste sur ma méthode, et si Giannis en tant que superstar peut contribuer à évoluer ça, mais il fallait faire une première année d'abord. Et bien sûr, il le faut, mais ce que je veux dire juste, c'est qu'en effet, c'est bien première année, etc., mais il faut qu'on soit aussi forcément dans la critique, et donc que Giannis, il y a de la marge. On a vu des mecs de 24 ans par le passé faire des playoffs où la saison régulière c'est trop bien, et après la playoff, il y a des blocages. Et on les critiquait, Giannis n'est pas exempt, parce que j'ai vu beaucoup il a 24 ans, mais je m'en bats les couilles qu'il ait 24 ans. Si lui veut être un des meilleurs joueurs de l'histoire, il doit prendre des critiques à 24 piges, comme à 19, comme à 27, comme à 31. Ça d'accord, mais c'est quoi, il en aurait 30, ça serait plus emmerdant, tu vois. Ce serait plus emmerdant, tout à fait, mais je pense que c'est ça qu'ils veulent dire les gens. Il y en a plein qui m'ont dit un petit peu genre, ça va, il a 24 piges quand même, je fais, ok, mais si en fait tu vas être MVP là, et que t'as envie, comme tu le dis, d'être un des meilleurs joueurs de l'histoire, il y a des mecs à 24 piges, on leur a mis des roustes, hein. Il y en a qui ont fait soit des finales de conférence, soit des finales NBA un peu ratées, et c'est bien. Moi, là où je suis d'accord, c'est que c'est très bien pour Giannis d'apprendre ça. C'est qu'il y a eu la progression. C'est pas que c'est très bien, c'est que c'est inévitable. Cite-moi des mecs qui ont gagné tout de suite sans se prendre des échecs d'abord. Magic. Très bon exemple. Oui, bah d'accord. Bien sûr. Vas-y, t'en as d'autres sinon ? Duncan, il gagne. Ouais, simplement. Non, mais ce que je veux dire, il y en a pas beaucoup, mais je veux dire, il y en a des gars comme ça qui arrivent en fait tout de suite. Ils étaient pas tout seuls. Ils étaient pas tout seuls. Giannis n'était pas tout seul. C'est le boss. Attends, non, je dis pas qu'il est tout seul. Je dis juste qu'il a une marge de niveau d'écart avec ses coéquipiers qui est complètement folle. Tout à fait. Non mais c'est pour ça qu'on ne peut pas tout le mettre sur un joueur ni sur un coach. Et puis, je suis d'accord. Ces années-là où ils ont été ces mecs là, Magic et Duncan, ont été MVP des finales, mais après avoir fait des bonnes régulières dans lesquelles ils n'étaient pas du tout MVP de régulière. Tout à fait. T'es d'accord ? Là, Giannis, en fait, il a fait une saison régulière qui va peut-être lui valoir le titre de MVP, à moins que les votants préfèrent le filer à Harden. Bien sûr. Oh, attends, c'est possible. Hein. Moi, perso, je le donne à Giannis sur la régulière, mais après, chacun son avis. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il arrive en play-off avec le meilleur bilan de la ligue, l'étiquette MVP ou potentiel MVP, quoi. Droit, ouais. Voilà. Il est attendu à chaque série. Bon, les Pistons n'ont rien pu faire, les Celtics n'ont rien pu faire, les Raptors, voilà, l'arrête. Autour de lui, il faut aussi dire que, comme j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, genre... je veux bien qu'Eric Bledsoe il marque 14 points par match et pas seulement 10 dans sa série, putain. Je veux bien que Middleton, tu vois, tu parlais de Giannis qui a baissé ses stats, Middleton il est censé être All-Star. Toutes ses stats sont en baisse. Sur la série ? Par rapport à la régulière. Mais toutes. Et alors, le pourcentage au tir, c'est vraiment pas terrible, quoi. Tu vois, peut-être... Après il a fait un taf monstre sur Kawhi. Il a grave bossé. Attends. Je dis pas Middleton, grosse merde et tout. Je dis juste, genre, à un moment donné, je comprends les gens qui disent, ouais, il a 24 ans, parce que je vois ce que tu veux dire, mais je veux bien aussi qu'on n'oublie pas de dire, genre... Michael Jordan en 88 quand il est MVP, ils vont en finale de conf, non ils vont en demi-finale de conf, je sais même plus tiens. C'est quand il est MVP meilleur défenseur et qui fait une saison à 35 points, 8 rebonds s'il passe, là, je sais pas combien, un truc comme ça. Ça se finit contre les Pistons, ça c'est sûr. Je sais plus si c'est en demi ou en finale de conf. Ils se font déboîter, hein. Ils se prennent 4-1 parce qu'en face il y a une équipe de briscards et que Pippen n'est pas encore tout à fait Pippen et que ils ont même pas encore Phil Jackson au coaching. Non, peut-être que c'est sa première, mais je crois pas. Tu vois, ce genre de choses, je veux dire, faut mettre en perspective, la série de Giannis, elle a été moyenne, l'autre va falloir qu'il bosse son shoot et va falloir qu'il bosse son decision making dans les situations difficiles. Il y a beaucoup de je rentre tête baissée et ça m'a saoulé. Voilà, alors de temps en temps, comme tu disais tout à l'heure, il est capable de sortir la bonne passe, mais en fait il le fait pas assez. Ouais, même les lancers. Hein. Faut le faire. Et les lancers, faut les mettre. Faut mettre tes lancers, faut avoir un shoot, pas seulement à 3 points, mais un shoot d'une manière générale, un petit pull-up jumper, un peu mieux, un peu plus simple, comme ça quand tu vois l'entonnoir arriver, tu pull-up, personne pour l'empêcher de pull-up, il fait 2m10. Bien sûr, mais alors à la limite, ça tout à fait c'est dans le jeu. Moi ce que j'ai vraiment très hâte, parce que je m'en souviens, on était posé exactement le cul ici, on avait parlé, je crois que c'est une
je sais pas si c'est les 30 primes en 30 jours de la dernière ou de la précédente, mais on parlait de leadership. Quand il y a un moment, je suis pas en train de dire que c'est une bouse, pareil, mais c'est juste que au moment où tu te prends le tsunami là, vas-y, prends Bledsoe, tu fais, oh gros, tu fais quoi? Chris, les gars, là, on y va, là. C'était qui, en fait, moi, ce qui m'a saoulé, en fait, c'est que s'il n'y a pas Bud qui le fait, c'est qui met des tartes, en fait, à Milwaukee en ce moment-là? Peut-être. Quand tu te prends la vague du siècle 26-3 par les Raptors. Peut-être que Giannis avait besoin de se faire niquer comme ça une première fois. Et c'est important. Et que peut-être que ça va lui servir pour tout le reste de sa carrière. Mais c'est pour ça que je pense que c'est très bien pour lui. Mais qu'on soit dans la critique. Pas plus que ça. Bien sûr. Je suis pas inquiet, moi je trouve qu'il a montré du bon leadership toute la saison, même dans la plupart des playoffs en fait. Non, bien sûr, non. Je suis pas trop inquiet de ça, moi. Non, mais c'est là quand il va commencer à avoir des difficultés, c'est-à-dire là c'est bien, tu as ce plateau-là, et tu sais, il y a le plateau, c'est un différent plateau, la finale NBA, et remporter le titre. Bien sûr. Et là, à ce moment-là... Mais là, on vient à autre chose, on vient à comment les Bucks vont gérer cet axe Giannis Budenholzer qui clairement est bon. Qui est incroyable. Il est bon, tu vois. Comment tu vas gérer avec le taf qu'il y a à faire cet été? Parce qu'il y a du monde, on a vu, il y a du Brook Lopez qui est libre, il y a du Malcolm Brogdon à prolonger, il y a du Chris Middleton qui va être libre, il y a du Pat Connaughton en contrat non garanti, il y a du George Hill en contrat non garanti. Connaughton, je crois qu'ils vont le garder, vu le prix que ça coûte, je crois que tu le gardes encore une saison. Oui, j'imagine, mais il y a 2-3 gars... George Hill notamment, qui coûte 18 millions l'année prochaine, mais qui n'a que 1 million de garantie. Donc si tu le coupes, tu le payes, tu lui files qu'1 million. C'est merci qui ça? C'est merci les Kings? C'est merci les Kings, ça. C'est peut-être le Jazz? Non, c'est le Jazz avant les Kings? Merci les Kings. Peut-être. Ouais, merci les Kings, peut-être. Avant les Cavs. Non, mais les gros dossiers, c'est Middleton. Ouais, Middleton. Player option à 13 millions. Non, franchement, il va jamais la prendre. Non, il est agent libre. Et Middleton va réclamer du blé. L'avantage que t'as, c'est qu'il vient de faire des finales de conf très coup-ci, coup-ça. Et que donc, tu vas être capable de lui dire, gentiment, gros, genre, si tu nous demandes le max, ça va peut-être pas se faire, quoi, tu vois. Moi, je crois, si Milwaukee va pas mettre le max à Middleton, je pense. Tu le payes combien par an? Tu le payes... Sachant que si je dis pas de bêtises, Giannis a signé 100 millions sur 4 ans, mais qui peut prendre une extension cet été. Ouais, cet été, mais elle démarre en 2021. Ouais. Donc elle démarre dans 1 an et demi, fin 2 ans. Mais il faudra le faire. Cet été. Tu t'en fous, tu peux, vu que c'est pas le salary cap de cette année. Bien sûr. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le salary cap de l'année prochaine pour construire une évolution. Bledsoe est déjà prolongé, il coûtera 15,5 l'année prochaine, 16, 17, 16,5 et 18 après. Middleton, tu lui mets 20 millions? Oui, tu lui mets 20 millions, genre tu lui mets 4 ou 5 fois 20. 4 fois 20. Un truc, tu lui mets un 100 millions ou un 80 millions. 4 fois 20 et s'il les prend pas, bah tu réfléchis si t'as vraiment envie de lui mettre plus ou pas. Il faudra Brook Lopez parce que dans ton système c'est une arme létale. Oui, ou un équivalent, t'en as peut-être d'autres des stretches. C'est chaud. Non, attends, parce qu'il y a des stretches et il y a des stretches qui font 3 comptes par match. Ouh. Ils étaient pas nombreux cette année. Non. À faire la protection d'Arceau de Lopez et en plus shooter à distance, c'est un clip de ouf. Si, faut essayer de garder Brook Lopez. Les Bucks sont à peu près 70 millions de contrats garantis déjà. Tu files à Middleton, t'as les bird rights, clairement. Brook Lopez, t'as pas de bird right. Non. Donc faut le signer dans le cap. Bon, enfin, Brook Lopez, il va pas non plus te demander... Lui, en plus, c'est bon, il s'est relancé en NBA, donc il va demander la sécurité sur le long terme, je pense. Il va pas te demander 20 millions par an, Brook Lopez. Non, il est intelligent, donc... Non, je pense il va essayer de gratter 3 ans. T'as Ersan, qui te coûte 7, mais qui est encore là l'année prochaine. Ouais. Je trouve ça plutôt pas mal, moi, ça c'est bien. Pour moi, Mirotic, tu le gardes pas. Il était à 12,5 cette année. Ouais. Il était à 12,5, tu le gardes pas, sauf si vraiment il prend pas cher, quoi. Genre une mid-level ou un truc comme ça. Ah, désolé, Mirotic. Non, bien sûr. Pour moi, non. Et, attends, il y a le cas Brogdon. Brogdon qui arrive à la fin de son contrat rookie, qui peut soit prendre la qualifying offer, soit étendre son contrat tout de suite. Oui, c'est d'ailleurs en parenthèse, un joueur qui a pas du tout joué la série, j'aurais bien aimé notamment le voir, c'est peut-être DJ Wilson, tu vois, par exemple. Un peu jeune, un peu vert. Faire rentrer dans cette série-là. Wow. C'est juste le côté un peu fermé. Il est sous contrat. Le côté un peu fermé parfois de Budenholzer, genre non, ça c'est ma rotation, merci. Fermé, il a quand même utilisé pas mal de joueurs. Je dis fermé, genre ça c'est mon modèle, je ne touche pas. Ouais. DJ Wilson, bon. Enfin je dis pas que t'aurais. Non, mais ça se tente, évidemment. Mais enfin, putain. Quand tu perds 3 matchs de suite, j'aurais peut-être tenté. Ouais. Malcolm Brogdon, du coup. Je sais pas. Brogdon, oui, il faut le prolonger, évidemment. Faut le garder, Brogdon. Bah, évidemment, il est très très bon. Brogdon. Il est bon, polyvalent, il peut jouer 1, il peut jouer 2, il défend, il shoot bien. Cérébral, parfait dans cette équipe. Il défend, il shoot bien. Ouais. Et lui, il va demander, parce que c'est un 2e tour de draft. Il va demander la Draymond. C'est typique de Draymond, je crois qu'il était 2e tour de draft, qui se prend une prolongation à 80 millions sur 4 ans, si je dis pas de bêtises. C'est un 2e tour, Malcolm Brogdon.
Malcolm Brogdon, je crois que c'est un des premiers rookies de l'année à être deuxième tour de draft, Alex. Putain, c'est vrai. Je dirais ça, hein. Si ça se trouve, je dis de la merde. Ou 28ème. Je vérifie tout de suite. Malcolm Brogdon, et si je dis pas de bêtises. Ouais, peut-être. Hein. Un deuxième tour. Deuxième tour. 6ème du deuxième tour. Voilà, 36ème pick de draft. C'est propre, hein, les Bucks. John Hammond, si je dis pas de bêtises. Bon, il va demander, mais en même temps, il va demander quoi? Non, normalement, tu lui mets 60 millions sur 4 ans. Bah, il faut les mettre. Hein. Tout à fait. Et ils peuvent, hein, ils ont la place, hein, ils ont les bird rights, ils ont tout ce qu'il faut. Hein. Normalement, le management des Bucks fait le boulot, ils ont compris leur modèle. Si tu arrives à avoir Middleton autour des 20, Brogdon autour des 15, ok? Oui, il leur faut un autre créateur. Parce que le modèle Giannis qui attire les défenseurs et des mecs qui soit pénètrent, soit shootent à 3 points, parce que ça joue quand même comme ça en permanence, Milwaukee. Il est bien, mais il leur faut un mec qui puisse créer ses propres buckets. Hein. Ben oui, mais c'est d'une irrégularité totale. Voilà, mais c'est Middleton, il est soi-disant All-Star. Donc il faut un autre. Bon, après, on le sait, il est All-Star par bilan. C'est pas un créateur. T'as Malcolm, Brogdon. Ah bah ça va être ça, hein, Milwaukee, de toute façon. Ben, je pense qu'il leur faut peut-être un autre gars en sortie de banc, un vet, qui va pouvoir faire ça, quoi. À la place de George Hill, alors. À la place de George Hill. Il leur faudra ça, parce que je crois qu'offensivement, il leur manque ça pour passer la dimension. Genre, on peut regarder les Warriors dans les yeux, en fait. Ça cut George Hill. On est d'accord? Ouais. 18 millions, putain. Ah non, oui. Ouais, ça, tu le cut. Non. Bien sûr, si. Hors de question. Hein, donc tu perds quand même un remplaçant de qualité. L'été des Bucks va pas être simple, mais comme toujours en NBA. Hein. J'ai vu beaucoup... oui, tiens, ça, je voulais le placer aussi. J'ai beaucoup vu, genre, pas de soucis, de toute façon, les Bucks, tout l'avenir est devant eux. L'axe Budenholzer, Giannis a de l'avenir, je ne vais pas dire le contraire. C'est tout ce qu'il faut. Hein. Mais d'accord, mais je veux bien voir comment ça évolue et comment tu te nourris autour. On en a vu plus d'une des équipes comme ça en NBA qui ont un gros rise et on dit l'avenir est devant eux et puis en fait c'était leur meilleure saison. Non, c'est clair. On va voir. Après, leur modèle... si tu perds Middleton et que tu n'arrives pas à signer Brook Lopez... à partir du moment quand même où tu auras ce modèle de jeu-là et un des 3 meilleurs joueurs au monde dedans, tu seras encore compétitif. Normalement, tu es compétitif, mais jusqu'où tu iras... Mais il faut aller en finale NBA, là, Milwaukee, ils nous ont fait comprendre. Mais de toute façon, le script, il est déjà écrit là, depuis le moment où le buzzer du Game 6 il a sonné, c'est l'année prochaine, il faut que les Bucks fassent mieux. À partir du moment où le buzzer a sonné du Game 6 et on s'est dit, oh putain, les Bucks sont en vacances, ils reviennent l'année prochaine, on va voir ce qui se passe cet été, mais ce que les fans des Bucks attendent, c'est encore mieux. Tu peux pas faire 47 victoires et un deuxième tour de playoff l'année prochaine. Ah non. Tu peux pas. Parce que là, sinon, on va rejoindre ce que tu dis, c'est-à-dire le scénario shit. Non, les Bucks doivent viser une grosse saison régulière et une finale de conf minimum. Tout à fait. Au boulot. Et attends. Et il y a de la marge. Normalement, ils ont la place cet été pour faire quelques choix. Mais oui. Ils ont encore des joueurs à drafter. Ils ont quelques joueurs. Je veux dire, Malcolm Brogdon est jeune. Sterling Brown a des Malcolm Brogdon est jeune. Sterling Brown est jeune. Tu parlais de DJ Wilson. Je veux bien voir comment il évolue. Giannis Antetokounmpo, en fait, il a 24 ans, en fait. Hein. Voilà. Donc, t'as quand même pas mal de jeunes à développer. Pas de Connaughton, pourquoi pas. T'as un coach qui vient d'arriver, qui vient de faire sa première saison. Bien sûr. Donc, oui, l'avenir est là. Maintenant, il est loin d'être assuré. Il faut travailler pour et il faut faire un bel été. Et alors, évidemment, côté Toronto, parce que là, on a parlé pas mal des Bucks, on va se faire une petite minute sur Toronto. On va faire une petite preview de la finale aussi. On fera la preview, tout à fait. On aura l'occasion de reparler des Raptors. Tout à fait. Mais là où vraiment, quand même, il faut souligner... l'exploit de Toronto d'être mené 2-0 et de revenir comme ça 4-2 c'est lourd. et d'être aussi fort mentalement par rapport au script qu'ils avaient depuis des années avec le shoot de Carter qui ricoche, DeRozan et tout, ça a choke, et là on peut dire choke vraiment pendant des années. Là ce qu'ils font c'est premier gars auquel on a pensé Lowry, mais putain Masai Ujiri quoi. En un an ce que Masai fait de transférer le meilleur scoreur de l'histoire de sa franchise contre Kawhi, dire vas-y on y va. Kawhi et Danny Green. Contre Kawhi et Danny Green, tout à fait. Mais donc, Kawhi en agent libre, année d'agent libre, tu sais pas ce qui va se passer cet été. Il prend des risques. Hein. Il prend des risques de taré. Le développement de Pascal Siakam, la responsabilisation du banc et le trade pour Marc Gasol. Le mec aux échecs, quand même, c'est un taré. Tu crois qu'il va se barrer, Kawhi, si genre ils sont champions ? Moi, je l'ai dit depuis le début, c'est très bien, il se donne toutes les chances de prolonger Kawhi, mais quel que soit le résultat des finales, je pense que ça change pas. C'est-à-dire ? T'as tout fait. Le staff médical, il a fait le taf pour la saison régulière pour que le mec il se sente pris en charge.
Au niveau individuel, il est responsabilisé, c'est lui qui met le shoot via son coach. Il va rester. Donc je pense qu'il y a des chances qu'il puisse rester, comme il y a autant de chances qu'il puisse partir, parce que lui, en fait, il a fait son taf, quoi. Il doit rien à Toronto. Je pense qu'il peut autant partir et se dire, ouais, bon, bah c'est bon, ils sont allés en finale NBA, les Raptors, ils y sont jamais allés, donc je peux me barrer ensuite aux Clippers. C'est impossible que Toronto lui en veuille s'il se barre. Ils ont jamais eu une saison aussi incroyable de leur vie. Mais en tout cas, si t'es fan de Toronto, t'as mis toutes tes chances de ton côté. Tout, marketing, ça me décevrait, moi, qui s'en aille, personnellement. Bah oui, ce serait décevant. Ça me décevrait, moi, je pense. Oui, mais bon. Mais je m'en remettrais, hein, t'inquiète. Oui, voilà, on s'en remettrait. Mais ça me décevrait, je me dirais, tiens, mais alors ce gars-là, il vit un truc chambé, il vit un truc cool, avec un public, faut reconnaître, fan des Raptors ou pas, mais... gros respect, hein. Bien sûr, les mecs sont sous la pluie avec leur machin et tout, ça caille apparemment là au mois de mai et tout, les mecs sont là et tout, genre il y a autant de monde, il y a plus de monde dans les rues ou devant le grand écran que non, beaucoup moins, mais que au Air Canada Centre, quoi, tu vois, gros respect, il y a un soutien, c'est un pays entier qui soutient. Donc moi ça me décevrait, je me dirais putain, mais Kawhi en fait il a aucune émotion, quoi, il en a rien à foutre, quoi. Non, c'est pas forcément ça, c'est juste que Kawhi, en fait, c'est la première vraie fois qu'il a Jean-Yves de sa life, en fait. Ouais, d'accord, bah ouais. Donc il y a un moment où tu prends ta décision. Mais il va nous expliquer quoi, qu'il va aller aux Clippers, genre, ou j'en sais rien. Aux Nets, ou tu vois, un truc comme ça, enfin. Moi j'en sais rien, c'est juste que Toronto a tout fait ce qu'il fallait, mais que si lui il se dit, ouais, tu sais quoi, j'ai déjà une bague, j'ai déjà été MVP des finales, j'ai emmené les Raptors jusqu'en finale NBA, donc son statut il est solidifié parmi les meilleurs joueurs déjà de sa génération. Il va aux Clippers, je crois que pour faire quoi? Tu te fais un kiff. À 27 ans, 28 ans, il a 28 ans, Kawhi. Ouais, et t'auras quand même t'auras un putain de management avec des mecs qui vont peut-être. Je serais un peu déçu, moi personnellement. Oui, bah voilà. Mais oui, non, je serais un peu déçu. Il a déjà réussi en tout cas ce qu'il avait prévu, et les Raptors ont réussi ce qu'ils avaient prévu, c'est-à-dire. Ah non, mais par contre, all-in sur le. Je te rejoins sur Masai Ujiri, Baloche. Ouais, Nick Nurse, Baloche et tout. Oh là là. Nous on était là à suggérer des trucs, mais Jeremy Lin et tout, peut-être tu vas changer ton 5 majeur. Il a fait non, c'est mort. Bien joué. Enfin, ça c'est bien joué. Après, il a choisi d'être dépendant de la réussite de Van Vliet, et c'était un bon choix, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça aussi le truc. Bien sûr. Et d'avoir regardé ces gars, parce que quand il y avait des... Moi j'ai trouvé que les temps morts étaient très bien pris, notamment par Nick Nurse tout au long de la série. Non, ça, je suis d'accord. Donc évidemment, félicitations aux fans des Bucks. Et bonne chance aux fans des Raptors. Et surtout bonne chance aux fans des Raptors. Pour ces finales. Ouais. Dont on va peut-être parler un peu, non? Tout à fait, un long été attend les fans de Milwaukee. Nous, on va s'occuper maintenant de la petite preview entre Raptors et Warriors. C'est la finale NBA 2019. À tout de suite. Ciao. Ciao.